Bonsoir, vous regardez le 20h30 de la télévision nationale, les titres. Distinction honorifique pour le général Clément Bollet, un officier de l'armée française décoré par le président de la République pour sa contribution dans le programme de la réforme des forces de défense et de sécurité. C'est officiel, la Direction générale des douanes rend public son plan d'action 2019, un programme ambitieux qui implique fortement les démembrements. Tous s'engagent à répondre aux attentes de la direction. Le contrat est scellé et nous allons ensemble le découvrir. Et puis, vous le savez, les dés sont jetés pour la campagne nationale de lutte contre le tétanos. L'opération se poursuit partout dans le pays sans beaucoup d'affluence, mais de nouvelles stratégies sont expérimentées pour toucher un grand nombre de femmes concernées par ce programme. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Nous ouvrons ce journal par une série de décrets du président de la République. Décret D-2019-042-PRG-SGG portant nomination de hauts fonctionnaires au ministère du Plan et du Développement économique. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts fonctionnaires dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère du Plan et du Développement économique. Secrétaire général, M. Pemak Gilavogui, précédemment secrétaire général du ministère du Plan et de la coopération internationale. Chef de cabinet, Mme Yaye Mariam Bari, précédemment chef de cabinet du ministère du Plan et de la coopération internationale. Conseiller principal, Dr Emmanuel Kourouma, économiste, planificateur en service à la DNPD. Conseiller juridique, M. Aboubakar Kaba, juriste en service au ministère de la Justice. Conseiller chargé de la planification et du cadrage macroéconomique, M. Abdoulaye Touré, confirmé. Conseiller économique, M. Sekou Djoubaté, économiste en service à l'Institut national de la statistique. Conseiller chargé de mission, M. Lamine Kalivogui, en service au ministère du Plan et du Développement économique. Inspecteur général, M. Ousmane Baldé, confirmé. Inspecteur général adjoint, M. Mamoudou Sané, en service à l'Institut national de la statistique. Directeur national du plan et de la prospective, M. Bassikou Kondé, confirmé. Directeur national adjoint du plan et de la prospective, M. Abdoulaye Fofana, en service à la Direction nationale du plan et de la prospective. Directeur national des investissements publics, M. Famoudou Kourouma, précédemment chef de division programmation et budgétisation à la Direction nationale des investissements publics. Directeur national adjoint des investissements publics, M. Oumarba Djakabi, confirmé. Directeur national du développement économique, M. Mamadou Koulibaly, économiste, précédemment en service à la Direction nationale des investissements publics. Directrice nationale adjointe du développement économique, Mme Tamar Diallo, économiste, en service à la Direction nationale du plan et de la prospective. Directrice nationale de la population et du développement, M. Mohamed Sano, confirmé. Directrice nationale adjointe de la population et du développement, M. Mamadou Dile Diallo, confirmé. Directeur général du Fonds de développement économique et social, M. Daouda Kanté, confirmé. Directeur général adjoint du Fonds de développement économique et social, M. Mamadou Bobo Diallo, confirmé. Directeur général de l'Observatoire national de développement, M. Bano Nadel Diallo, confirmé. Directrice générale adjointe de l'Observatoire national de développement de la République de Guinée, Mme Anne-Marie Doualamou, précédemment directrice régionale du plan et du développement de la ville de Conakry. Secrétaire exécutif du secrétariat technique de suivi du PNDES, M. Sekou Oumar Diallo,
expert national en suivi et évaluation des projets et programmes au cadre de concertation et de coordination de la primature. Secrétaire exécutive adjointe secrétariat technique de suivi du PNDES, Madame Émile Bernadette Leno, précédemment secrétaire exécutive de la stratégie de réduction de la pauvreté. Directeur du bureau d'appui à la programmation, Dr Diao Baldé, matricule 107 513B confirmé. Directeur adjoint du bureau d'appui à la programmation, M. Frédéric Solé Tinguiané, matricule 146 947R, précédemment conseiller principal du ministère du Plan et de la Coopération internationale. Coordinatrice du projet Population et Développement, Madame Mariam Sidibé, matricule 189 722W, précédemment chef de la division des politiques publiques à la Direction nationale Population et Développement. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 31 janvier 2019, professeur Alpha Condé. Restez avec nous pour suivre en fin de journal la suite de cette série de décrets du président de la République. Direction Palais Sékou Touréa, où le président de la République a décoré Clément Bolé, un général de l'armée française qui a piloté le programme de réforme des forces de défense et de sécurité, une distinction honorifique pour service rendu à notre nation. La cérémonie a mobilisé plusieurs officiers de l'armée guinéenne, Sanassi Keita. La restructuration des forces de défense et de sécurité guinéennes a été l'une des ambitions phares que le président de la République s'est fixée pour le développement de la Guinée. Le général Clément Bolé a été l'un des acteurs principaux de cette réforme saluée aujourd'hui par la communauté internationale. Cet officier général français est aujourd'hui gratifié par le président de la République, professeur Alpha Condé, pour sa contribution au renforcement surtout de la coopération militaire entre la Guinée et la France. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné au général de corps d'armée Bruno Clément Bolé, ancien directeur de la DCSD française et initiateur des projets SCAD, pour sa contribution de qualité et de son effort exceptionnel dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les forces armées françaises et guinéennes. Grand maître des ordres nationaux, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national de mérite de la République de Guinée. Le général Clément Bolé est ravi de voir le président de la République lui attribuer cette distinction qui l'honore à plus d'un titre. Monsieur le Président, c'est vraiment avec beaucoup de joie que j'ai eu cette opportunité de venir revoir la Guinée. Nous en parlions l'autre jour, mais je vous l'ai dit d'ailleurs, la Guinée a beaucoup changé. Les gens ont la mémoire courte. Ils ont oublié que fin 2010, début 2011, quand on marchait dans les rues de Conakry, c'était l'apocalypse. On y voyait, enfin, on ne savait pas très bien où on allait. Et je puis témoigner que grâce à votre impulsion, avec le cadre qu'on vous proposait, vous avez su dynamiser à la fois les officiers guinéens, mais aussi ceux qui vous aidaient, pour arriver à des résultats qui, je peux vous le dire, parce qu'on me le cite souvent en Afrique, je fréquente beaucoup de pays d'Afrique, régulièrement, la réforme du secteur de sécurité de Guinée est citée. Régulièrement, les résultats que vous avez obtenus en matière de sécurité élargie, ce n'est pas seulement les armées, mais aussi la police, la gendarmerie, la protection civile, sont cités en exemple. Pour nous sortir un peu du cadre de la RSS, mais aussi en ce qui concerne le service civique d'aide au développement, vous êtes cité en exemple. Et moi, je n'hésite pas
compte tenu de l'hospitalité légendaire guinéenne, a envoyé ici des pays d'Afrique qui reviennent toujours séduits par ce qu'ils ont lu. Voilà. Et tout ça pour vous dire, Monsieur le Président, que je suis particulièrement honoré de porter cette médaille guinéenne. Au-delà du militaire que je suis, c'est avec le cœur que je la porte. La Guinée, dans toute ma carrière, j'ai passé un peu plus de 40 ans dans les armées, c'est un pays qui m'a apporté un petit plus, un peu plus que les autres. Et j'y ai laissé une partie de moi-même. C'est pour ça que quand je reviens ici, je me retrouve un peu. Et je vous retrouve, Monsieur le Président. Merci infiniment. Je suis très touché de ce geste. Les résultats enregistrés aujourd'hui sur le terrain concernant cette restructuration des forces de défense et de sécurité guinéennes réjouissent le président de la République. Attaché militaire. En français, on dit « mon vieux plus tard que jamais ». Je crois que cette décoration, on aurait dû la donner depuis très longtemps. Bon, malheureusement, l'opportunité ne s'est pas présentée. Parce qu'à un moment donné, nous avons souhaité que vous continuiez en devenant le poste que les Nations Unies avaient mis à ma disposition. Bon, malheureusement, vos occupations n'ont pas permis. Et je crois que nous vous devons beaucoup, parce que tout le monde sait comment était l'armée guinéenne en 2010. On se demandait si vraiment la réforme allait être possible, avec toutes les mauvaises habitudes qui étaient ancrées depuis des années. Les militaires étaient gradés chaque année, il n'y avait pas de tableau d'avancement, etc. Bon, tous les 3 mois, l'armée descendait dans la rue, faisait des revendications, etc. Donc vraiment, l'armée était un État dans l'État. Et la réforme, vous-même vous avez dit après que ce n'est pas une réforme, c'est une révolution. En effet, nous avons fait un très long chemin. Comme seulement entre militaires, il n'y a pas de civils, on peut parler librement. Et lorsque nous avons commencé à envoyer nos troupes au Mali, un commandant qui partait, il devenait adjudant là-bas. Donc il revenait en Guinée commandant, mais là-bas il était adjudant. Moi, je vous êtes bien placé pour ce là à l'époque. Mais aujourd'hui, un commandant, c'est un commandant, un lieutenant, c'est un lieutenant. Donc aujourd'hui vraiment, et nous sommes à Kidal. Normalement, il était prévu que ça soit tournant, mais que nous sommes à Kidal, nous n'avons pas réussi à nous faire remplacer. J'ai beau parler, personne ne va à Kidal. J'ai dit, mais moi je ne suis pas du désert, Idriss Déby du désert. Ces hommes sont habitués, Kidal c'est le désert. Nous on est des hommes de la savane, de la forêt, des montagnes, etc. On n'est pas de la savane. Mais personne ne veut nous remplacer à Kidal. Mais comme le premier président avait dit que le Mali et la Guinée, c'est 2 poumons dans un même corps, nous sommes obligés de défendre le Mali comme nous défendons la Guinée. Ce qui fait que nous sommes restés toujours à Kidal. Même si parfois nous sommes énervés contre nos partenaires parce que nous ne sommes pas très bien équipés. Par exemple, lorsqu'on nous a attaqués, si on avait un radar au moins, si on n'avait pas de radar au moins un ballon, on n'aurait pas pu nous attaquer parce que le camion est venu jusqu'à enfoncer la porte avec des explosifs alors qu'on aurait pu venir. Donc ça nous a causé des morts inutiles. Bon, mais nous sommes obligés de nous battre au Mali comme c'était notre propre territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de l'armée guinéenne. Il est vrai que les militaires ont fait beaucoup d'efforts, parce que la réforme, non seulement on a mis 4000 personnes à la retraite, mais on a fait un tableau d'avancement où aucun militaire ne pouvait plus avancer. Et lorsqu'on m'a attaqué et que les jeunes qui m'ont défendu, je les ai gradés, j'ai dit, arrivé à adjudant, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas être aspirant sans aller à l'école. J'ai dit, on est d'accord, mais est-ce que le président, vous savez qu'il y a des colonels qui ne savent pas écrire leur nom? Il dit, c'est ça justement que je ne veux plus dans l'armée. Donc aujourd'hui, tout le monde accepte d'aller à l'école, les gens se battent pour aller à l'école. Mais comme dit le général Clément Bolé, les gens ont la mémoire courte. Quand on voit l'armée aujourd'hui, on ne sait pas qu'on était dans cette situation. Aujourd'hui, l'armée est réellement, le peuple se reconnaît dans l'armée. L'exemple, lors de la fête d'indépendance, je suis parti à Zéro-Corée. Quelques jours avant, il y avait eu des événements. Et les populations sont réfugiées au camp. Je dis, s'il y a 2 ans, vous serez réfugiés au camp, je ne dis jamais. Donc, ils ont eu confiance, ils sont réfugiés au camp. Il est vrai qu'on a encore des efforts à faire au niveau des forces de police, mais aujourd'hui, réellement, l'armée est devenue vraiment l'armée du peuple. En plus, elle participe à des activités économiques, à l'assainissement, mais nous voulons qu'elle participe davantage aux activités économiques. Sous la Première République, l'armée a joué un grand rôle dans le développement et dirigeait des usines, etc. Nous avons une brigade agricole, mais évidemment des génies militaires, mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons que l'armée participe davantage au développement économique,
parce que nous ne sommes pas en guerre et être casernés tout le temps, ce n'est pas une bonne chose. Donc nous allons continuer à ce qu'il y ait une osmose entre l'armée guinéenne et la population guinéenne. En tout cas, je peux dire aujourd'hui que nous sommes fiers vraiment de l'armée guinéenne. La population se reconnaît en elle, la population a confiance en l'armée guinéenne et nous participons avec honneur aux activités des Nations Unies au Mali pour le moment. Mais nous avons dit aussi que nous sommes prêts à accompagner nos pays frères partout où il faudrait. Parce que le terrorisme n'a pas de frontières. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe au Burkina. Tous les jours, il y a des attaques, tous les jours, il y a des attaques. Et ça devient extrêmement difficile parce que comment voulez-vous qu'on consacre les ressources, faibles ressources que nous avons au développement, si on doit consacrer une bonne partie à acheter des armes, aujourd'hui, on se demande comment on va s'en sortir. Parce qu'avant, nous avons affaire aux Touaregs. Les Touaregs, nous, c'était différent, on se le connaît. Donc on peut empêcher un Touareg de rentrer en Guinée. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui sommes concernés dans le terrorisme. Comment voulez-vous faire la distinction entre un peu le Malien, un peu le Guinéen, entre un Malien, un Guinéen ou Burkinabé? Donc le point de sécurité devient extrêmement important pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous remercions nos partenaires de commencer à nous former les forces spéciales. Nous avons vraiment besoin d'avoir des forces capables d'agir immédiatement en cas où nous ne souhaitons pas. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc j'aurais bien voulu que cette cérémonie ait lieu beaucoup plus tôt. Mais enfin, l'essentiel, c'est que la Guinée ait montré à la face du monde qu'elle vous est reconnaissante parce que vous avez quand même piloté cette réforme, vous avez été présent à tout moment, vous êtes battu pour connaître le maximum de moyens afin que nous puissions amener cette réforme. J'espère que vous viendrez plus souvent en Guinée. En dehors de la réforme de l'armée, vous avez un autre bébé qui est le SCAC, qui marche très bien. Et je crois que le premier exemple, c'était à Madagascar que vous avez commencé. Donc la Guinée a été quand même un point qui vous a permis d'améliorer encore le SCAC. Mais comme c'est votre bébé, vous ne voulez pas de changement. Enfin, c'est votre argument, c'est qu'on ne change pas les forces qui gagnent. Donc, je vous félicite encore et je vous remercie. Et je pense que toute l'armée guinéenne vous est reconnaissante. Et je suis content que vous fassiez aussi une semaine pour davantage aider le SCAC avec ce que le PNUD va faire. Parce que nous avons le grand problème de l'Afrique, c'est la jeunesse. 70% de la population moins de 30 ans et le chômage jeune. C'est une chance, mais aussi une bombe. Une chance parce que c'est une population jeune. Si nous avons du travail face aux populations qui visent comme le Japon, même l'Europe, parce que la France aussi maintenant fait moins d'enfants, mais pas encore comme les Allemands. mais c'est une bombe aussi, parce que si on ne trouve pas de travail pour ces jeunes, c'est une bombe pour nous. Donc tout ce qui peut nous aider à contribuer à améliorer les conditions de vie, à les insérer dans le travail est une très bonne chose. Je vous remercie encore et je vous félicite. Aujourd'hui, les forces armées guinéennes participent même à la lutte contre le terrorisme aux côtés de l'armée malienne, ce qui témoigne surtout de la réussite de cette réforme voulue par le chef de l'État pour faire de l'armée guinéenne une véritable armée au service de son peuple et du maintien de la paix dans le monde. Ce qui concentre l'attention ce soir, rencontre d'une cinquantaine d'experts du continent sur les énergies renouvelables. Ils viennent tous de la sous-région ouest africaine et durant 3 jours, ils ont fait le tour de la question pour voir comment les énergies renouvelables peuvent-elles devenir un moteur du développement économique en Afrique subsaharienne. Le Premier ministre a présidé les travaux, comme l'explique Adi Kamara. C'est une réunion de restitution continentale de l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables, l'AREI en abrégé. Ici, les acteurs et autres organismes venus de la sous-région ouest-africaine étaient mobilisés. Ils ont planché sur des stratégies à mettre en place pour promouvoir les énergies renouvelables en Afrique. Sur la base des efforts considérables déjà annoncés par les bailleurs de fonds institutionnels, partenaires de l'AREI, les participants à la présente réunion de restitution des consultations régionales africaines de l'AREI recommandent ce qui suit. Promouvoir la coopération entre pays africains au niveau bilatéral et régional, notamment concernant les cadres légaux et institutionnels permettant l'accélération du secteur des énergies renouvelables, mais aussi en ce qui concerne l'amélioration des capacités et la création des chaînes de valeur, poursuivre la bonne collaboration avec les organisations, entités et initiatives multilatérales et internationales afin d'exploiter les synergies
et d'éviter les risques de duplication. Dans cette perspective, des initiatives ont été prises pour la réalisation des projets allant dans le sens de la promotion des énergies renouvelables en Afrique. Alors, la phase d'opérationnalisation est un enjeu majeur dans ce processus. Durant cette phase d'opérationnalisation de l'arrêt, il me plaît de souligner la nécessité de veiller à ce que l'initiative produise des résultats tangibles et à fort impact. Cela nécessite, bien entendu, beaucoup d'efforts de la part de chacun d'entre nous en vue d'atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Cette exigence de résultats requiert aussi des mesures d'accompagnement institutionnel afin que nos pays puissent se doter de cadres politiques et réglementaires incitatifs visant à accroître les flux des investissements privés sur le continent. Cette initiative, dotée d'une enveloppe de 40 milliards d'euros, vise entre autres à réduire les risques de financement dans les énergies renouvelables en mettant à disposition un éventail d'instruments de garantie. Cet élan met en relief et privilégie la mobilisation de financements pour encourager le secteur privé à investir dans les énergies renouvelables. On va parler de développement local et c'est une bonne nouvelle pour le monde rural. 8 millions de dollars seront investis cette année dans le programme d'appui aux communautés villageoises. C'est la troisième phase du projet qui pourrait céder sa mission à l'Agence nationale de financement des collectivités. Les explications avec Mamadou Salouba. Pour accélérer le développement décentralisé, le programme d'appui aux communautés villageoises a réalisé plusieurs infrastructures sociales dans différentes communes rurales du pays. Les techniciens de l'institution se retrouvent pour passer en revue les activités menées durant l'année 2018. Une année marquée notamment par la mise en place de l'Agence nationale de financement des collectivités. Une institution qui va progressivement remplacer le PACV. Avec la présence de l'ANAFIC, ça prend en compte toutes les collectivités du pays. Il y aura une seule cagnotte pour l'ensemble des collectivités du pays et à travers un système de péréquation, toutes les collectivités vont avoir un montant au prorata du système de péréquation. Durant cette retrouvaille, les membres du comité de pilotage ont échangé sur le programme de travail et le budget annuel du PACV et du projet d'appui à l'Agence nationale de financement des collectivités. Cette année, il est prévu d'autres investissements en faveur des communautés rurales. Nous comptons en activité avec ces deux projets réaliser 8 millions de dollars en activité en 2019. Ces ressources iront principalement à l'amélioration des conditions de vie des populations par la construction d'infrastructures à caractère socio-économique, au renforcement des capacités des acteurs locaux et à la coordination globale du projet au suivi et évaluation. Nous allons voir comment réaménager les pistes rurales ensuite entre les différentes communes et développer l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage et surtout l'environnement. En collaboration avec les élus locaux, le PACV a répertorié plusieurs projets sociaux dans les communes rurales du pays. Leur réalisation permettra de soulager les communautés de l'arrière-pays. Je vous amène à Kissidougou. On encourage les petits producteurs à accroître leur rendement. C'est l'idée de base du volet réintégration socio-économique des jeunes à risque et personnes vulnérables du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, une initiative de l'Union européenne qui vient d'offrir plusieurs équipements agricoles à 44 groupements de Kissidougou. Moussa Komara. Ces outillages agricoles sont destinés aux 44 groupements, dont 39 de la riziculture et 2 de la transformation du riz de Kissidougou. Le geste s'inscrit dans la mise en œuvre de la deuxième phase du programme d'appui à la réforme des forces de sécurité, volet réintégration socio-économique, un programme du gouvernement guinéen financé par l'Union européenne. L'Union européenne a lancé ce projet pour améliorer le sort de 1000 personnes vulnérables de jeunes à risque à Kissidougou. Quasiment tous les membres ont choisi comme activité la riziculture et avaient un fort besoin
d'équipements agricoles. Donc pour vraiment sortir ces personnes-là de la vulnérabilité, pour les réintégrer dans la société, le meilleur moyen au vu des besoins, c'était d'acquérir et de leur confier ces équipements. Kissidougou, les résultats du programme sont visibles. En 2018, par exemple, ce groupement baptisé Famille a mis en valeur 4 hectares de riz. 165 sacs de 100 kg de riz ont été obtenus en dépit du manque d'outillage agricole et l'inexpérience des membres. Ces 4 tracteurs, 3 motoculteurs et 9 décortiqueuses pourraient leur permettre d'améliorer et d'augmenter leur rendement. Pour nous, c'est un rêve qui est devenu une réalité. Donc c'est un rêve devenu une réalité pour nous, tous les participants. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes satisfaits à plus d'un titre. On parle de l'agriculture, il faut parler des tracteurs, il faut parler de motoculteurs, il faut parler des décortiqueurs. Donc vraiment, avoir tout ça là aujourd'hui au sein de ma commune urbaine, pour les 3 unions, c'est une fierté. Alors que la deuxième phase du programme d'appui finit en mars 2019, 1000 jeunes et femmes vulnérables sont intégrés dans cette province. Ceci va leur permettre à coup sûr d'améliorer leur activité et d'améliorer leur rendement. Nous pensons, avec tout ce qu'ils ont appris dans le processus de mise en œuvre du projet, que c'est la phase qu'il fallait pour accompagner les groupements d'ici la fin du projet qui est prononcée et qui doit arriver en mars 2019. Les bonnes pratiques de ce projet seront capitalisées. Elle devrait permettre au gouvernement de créer un programme national de réintégration socio-économique en Guinée. On va s'arrêter à Kindia. La cité accueille le projet d'appui à la filière fonio et culture maraîchère. Les dés sont officiellement jetés et les initiateurs de cette campagne se fixent pour défi l'amélioration des conditions de vie des populations. Les femmes constituent la cible principale du projet et sur place, on se fixe de nouvelles ambitions, reconquérir le marché continental, voire européen, et cela passe par le respect des normes internationales à toutes les étapes du processus. Le point avec Ousmane Ba. Contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et à la compétitivité des produits guinéens à l'échelle nationale et internationale, tel est l'objectif majeur de la coopérative Agribusiness Excellence. La problématique était au centre des discussions à Kindia à la faveur du lancement du projet d'appui à la filière fonio et culture maraîchère. Un des principaux défis de cette filière, l'accès aux emballages de normes internationales. On peut transformer nos produits, on peut le transformer, mais si on n'a pas le moyen d'emballage, c'est qu'on ne peut pas le commercialiser. On ne peut pas du tout le commercialiser. Donc c'est ce problème-là que moi je vais faire l'appel au niveau de l'autorité de nous aider à trouver les emballages appropriés pour les produits locaux. La filière fonio et culture maraîchère offre des opportunités économiques pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ça va passer par le renforcement des capacités. Parce que rien ne sert aussi de mobiliser les produits si ceux-là qui doivent transformer, ceux-là qui doivent commercialiser ne sont pas formés. Donc renforcer la capacité des bénéficiaires ou des producteurs et aussi les appuyer dans la commercialisation de ces produits, je pense que ça va être un grand atout pour les producteurs du fonio et des cultures maraîchères. Nous allons partir au niveau des préfectures. Il y a les DMR, il y a les directeurs préfectoraux de l'agriculture, il y a les directions de l'action préfectorale de l'action sociale. Ensemble, nous allons travailler et ils connaissent les groupements qui sont vraiment dynamiques, opérationnels sur le terrain et nous allons essayer de travailler avec eux pour identifier les groupements, les coopératives. Maintenant, au sein de chaque groupement, on dit qu'on va former tel nombre et on les recense. Suite à ça, on planifie la formation et nous recrutons des consultantes en matière de formation. Après Kindia, le projet va toucher 3 autres préfectures de la Basse-Guinée, à savoir Fria, Télémélé et Fourekaria. On va rester à Kindia, la cité des agrumes, comme on l'appelle. Sur place, de nombreux spécialistes de l'écosystème. Ils partagent tous une préoccupation. Comment améliorer les performances du ministère de l'Environnement dans la protection de nos forêts et montagnes? Ils envisagent une restructuration profonde du Code de l'environnement. C'est fait.
Seul souci, sa mise en œuvre, le nouveau code se veut plus respectueux des engagements internationaux, un enjeu de taille pour la Guinée dans le soutien au développement durable. Le point avec Mamadou Alpha Baldé, Al-Gassimouba. La protection efficace de l'environnement est l'une des principales préoccupations des temps modernes. En Guinée, une nouvelle dynamique est lancée pour contrer la dégradation des milieux naturels. Le Code de l'environnement est actualisé 30 ans après sa dernière rédaction. Pour sa mise en œuvre effective, selon les priorités du PN2ES, des spécialistes guinéens et internationaux échangent sur la question à Kindia. Il s'agit d'adapter, d'actualiser ce code de l'environnement aux nouvelles réalités environnementales. Et depuis son adoption, il y a eu assez du chemin parcouru maintenant parce que le pays est parti à plusieurs conventions internationales qui disposent de certains principes qui sont absents dans l'actuel code de l'environnement. La réorganisation de certains services comme le centre forestier de Nzérékoré, du Bureau guinéen d'études d'impact environnemental et social pour une meilleure sécurisation des redevances forestières et la redéfinition des missions de quelques établissements publics à caractère administratif apparaissent dans le nouveau code. Le département a été audité depuis Conakry, l'administration centrale, jusqu'aux administrations déconcentrées. Alors là, il faut nécessairement essayer de voir les réalités en face, adapter la configuration du département pour créer moins de problèmes et que nous soyons encore beaucoup plus efficaces. L'audit a proposé qu'on retienne simplement 2 EPA, c'est l'OGIPAR et le BGE, en transformant le BGE en bureau de contrôle, d'audit et de contrôle environnemental. Et il a été recommandé vraiment un strict respect de la déontologie administrative, le respect de la transparence, la lutte contre la criminalité floristique et faunique. Aujourd'hui, la Guinée remet de l'ordre dans sa gouvernance environnementale. Le pays est menacé par l'avancée du Sahel. Le calendrier pluviométrique est de plus en plus perturbé. Pourtant, le pays est le point de départ de 14 bassins transfrontaliers, dont le Niger qui connaît un ensablement sans précédent. Toujours à Kindia, pour parler cette fois d'une retraite des cadres de l'Institut national des statistiques, il était question de présenter et de valider le rapport d'activité 2016-2017 du système statistique national. L'Institut se fixe de nouveaux défis, collecter des données fiables pour les instances de prise de décision du pays. Maïmouna Bella Diallo, Alpha Gaba. Ces acteurs font la présentation et la validation du rapport d'activité 2016-2017 du système statistique national avant de formuler de nouvelles recommandations. La mission est de concevoir prochainement des données fiables pour les instances de prise de décision. Pour un développement durable, il faut nécessairement des données statistiques fiables. C'est pourquoi l'intérêt et l'importance qui s'y rattachent n'est plus à démontrer. L'élaboration de ce rapport s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2016-2020 de la stratégie nationale de développement de la statistique qui avait été adoptée en 2017. Elle devra permettre une meilleure lisibilité des données statistiques pour le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. Dans les jours et les années à venir, ces données vont nous permettre de changer beaucoup de choses. Notamment, elles nous permettent d'obtenir quelque chose de très fiable. Désormais, on ne va pas avoir des données fictives, mais plutôt des données correctes et justes, qui nous permettent de nous appuyer sur elles pour faire des décisions opportunes, bien validées. Cette rencontre a été organisée par le ministère du Plan et du Développement économique à travers l'Institut national de la statistique.
Je vous lisais en titre, la campagne nationale de lutte contre le tétanos se poursuit dans le pays. 5 jours après son lancement officiel, l'affluence n'est pas au point, mais l'engagement du personnel du programme élargi de vaccination et ses partenaires ne faiblit pas. Ils expérimentent de nouvelles stratégies pour attirer plus de femmes enceintes ou en âge de procréer. Ce sont les principales cibles de la campagne, comme le montre ce reportage témoignage de Adia Toubari. Dans la commune de Matam, 135 agents vaccinateurs mobilisés sont répartis en 72 équipes. Des équipes destinées à être déployées dans les 24 quartiers du district sanitaire de l'une des plus grandes communes de Conakry. Leur mission, administrer les doses vaccinales antitétaniques aux femmes en âge de procréer. Avant de recevoir l'injection, les candidates sont d'abord soumises à un exercice de questions-réponses. On demande d'abord la femme, elle a combien de mois, si elle a un carnet, si elle a pris un carnet, on l'a dit d'envoyer le carnet, regarder si elle est à jour. Et si elle n'a pas pris la dose, on demande si la femme a combien de mois. Si elle a 5 mois, on la vaccine. Si c'est une femme nourrice, si l'enfant n'a pas 1 an, on ne la vaccine pas. Moins d'affluence sur certains sites de vaccination cette année, des mobilisateurs sociaux sont mis à contribution pour amener les femmes vers les différents sites identifiés par les autorités communales. La campagne de sensibilisation porte sur les modes de transmission du tétanos à travers des blessures avec des objets souillés. Je leur parle du danger, ce qu'il y a, comme se couper les mains, les lames, les ciseaux, les pointes, tout ça là c'est la tétanos. Bon, c'est pour éviter ça, c'est pour qu'on sensibilise les femmes pour prendre le vaccin. Au niveau de Matam, 22 500 femmes sont ciblées pour cette campagne de vaccination contre le tétanos. 40 000 flacons de vaccins sont acheminés dans la commune, soit un flacon pour 10 femmes. Sur certains sites, une centaine de femmes sont touchées chaque jour par la vaccination. On a la stratégie de sites fixes, comme ici. Mais à l'intérieur, les sites fixes là vont se déplacer à l'intérieur du quartier, d'une zone à une autre. On donne les carnets pour identifier la femme, identifier nos vaccins. En cas de problème autour de la vaccination, elle va avec cette carte à l'hôpital, on les prend en charge. À l'image de Matam, tous les 38 districts sanitaires du pays sont concernés par cette campagne de vaccination contre le tétanos, une maladie mortelle qui affecte le système nerveux. Célébration en différé de la journée internationale de lutte contre la faim en Guinée. Plus de 900 millions de personnes sont touchées par ce fléau dans le monde. L'occasion pour le Lions Club international de manifester sa solidarité à l'endroit de certains citoyens qui souffrent de la faim à Conakry. Le club service offre un repas collectif à un groupe de personnes vulnérables. Maurice Sidibé. La journée internationale de lutte contre la faim est particulière pour ces 250 invités du Lions Club international. Ils sont aveugles, malvoyants, albinos et enfants en situation difficile. Ce grand festin offert par le Lions Club international est pour eux un geste à saluer. Ça nous touche moralement, avoir des personnes comme ça qui pensent aux personnes déficientes visuelles et aux personnes handicapées globalement pris. C'est pas leur première fois, ça fait la deuxième fois comme ça que nous assistons à cette action. Franchement, c'est une bonne action, c'est une action humanitaire, une action salvatrice. On le remercie très bien, mais je voudrais encore qu'ils accentuent encore davantage leurs interventions, surtout dans le domaine sanitaire. Par exemple, s'agissant des personnes atteintes d'albinisme, vous savez, leur principal problème, c'est ces problèmes dermatologiques. Au-delà des repas servis à chaud, des denrées alimentaires sont distribuées à ces personnes. Cette action humanitaire est une manière pour Lions Club international de célébrer la journée mondiale de lutte contre la faim dans la joie et la solidarité. Nous voulons marquer cette journée, mais sinon, c'est continuellement que nous œuvrons. Parce que bon, c'est pas tout de faire une journée, de donner à manger en un seul jour. Tant qu'on peut apporter notre contribution, tant qu'on peut porter notre l'aide pour éradiquer la faim, c'est notre but. Après le jardin du 2 octobre, les initiateurs se sont rendus à Koronti dans la commune de Kaloum pour offrir aussi des vivres aux tout-petits. Et puis notre rubrique, Guinée en bref, une compilation de certains événements de l'actualité nationale, commentée ce soir par Tawel Kamara.
Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a reçu cette semaine respectivement l'ambassadrice du Canada en Guinée et le directeur sectoriel de l'énergie de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest. Dr Cheikh Talibé Sylla et ses hôtes ont échangé sur les projets électriques en cours d'exécution et les perspectives de relations dans ce secteur pour permettre à la Guinée de bénéficier de plus d'appui du Canada et de la Banque mondiale. Nous avons eu un excellent échange, Monsieur le ministre de l'Énergie et moi-même, où nous avons échangé sur tous les projets en développement ici en Guinée pour générer de l'énergie, que ce soit sous forme hydroélectrique ou solaire. Et nous avons parlé également des opportunités de collaboration avec le Canada. Alors, on a fait le point avec le ministre pour voir les progrès que la Guinée a fait dans le secteur de l'électricité pour améliorer les services d'électricité. Alors, je suis très reconnaissant de cet entretien et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de mesures en place pour avoir plus d'électricité et de meilleurs services pour les particuliers. Dans son lit d'hospitalisation, Hadjanan Tenengiane reçoit la visite du diplomate chinois en Guinée. Constater l'état de santé de quelques patients et leurs conditions d'hospitalisation, c'est l'objectif de cette visite. J'ai vu quelques patients ici, alors ils sont très contents d'être hospitalisés ici parce qu'ils peuvent avoir un très bon soin de qualité. D'après moi, la coopération sanitaire entre la Chine et la Guinée remonte loin dans l'histoire. Du nouveau dans le programme de la radio-télévision guinéenne, une série de 145 épisodes de 26 minutes pour les téléspectateurs de la chaîne publique. C'est une série particulièrement instructive parce que vous allez voir que tous ceux qui se versent dans la facilité vont échouer. Par contre, ceux qui vont rester intègres, qui vont se battre dans leur travail au quotidien, ils réussiront. Ce qui nous a motivés à signer ce partenariat, c'est le défi constant auquel nous sommes souvent confrontés, qui est celui de l'enrichissement absolu de nos programmes. Cette série, et qui va d'ailleurs nous aider à relever deux défis majeurs. Le premier, comme je vous ai dit, c'est celui du renforcement de notre programme télé. Mais le deuxième défi, c'est bien le défi de l'éducation de la jeunesse. La confrérie Khadria multiplie ses efforts d'élargissement de l'islam en Afrique. Elle vient de procéder à l'intronisation du nouveau guide spirituel Khadri en Guinée. Il s'agit du jeune Cheikh Yarasuba. Désormais, il a pour mission de prôner les paroles de Dieu et la cohésion sociale pour tous les Guinéens. La Khadria compte aujourd'hui 29 branches à travers l'Inde, la Turquie, l'Albanie, la Syrie, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée. C'est ainsi que vivent les preuves chevaliers du Tassaouf qui passent d'expérience en expérience en quête d'accomplissement mystique. La mosquée, comme vous savez, sénégalaise, est une mosquée empreinte d'une très longue histoire. Une histoire entre le peuple guinéen et le peuple sénégalais. En effet, des années durant, les Sénégalais ont vécu et cohabité avec des Guinéens, des frères, ici en Guinée et au Sénégal. Les militants et sympathisants de la section RPG Arc-en-Ciel d'Antamarché entendent contribuer à la consolidation de la paix et de l'unité nationale en Guinée. À travers cette lecture du Saint-Coran, les imams implorent le Tout-Puissant Allah afin qu'il répande sa miséricorde sur le pays. Ce but est très varié. D'abord, c'est pour la cohésion sociale, pour la réussite du président Alpha Condé et pour la paix sociale dans le pays. C'est pourquoi, comme le Coran est émanant de Dieu, donc nous avons organisé ça pour que au moins la paix sociale arrive en Guinée. C'est un accident de la circulation qui s'est produit aux environs de 5 heures du matin ce jeudi à Koléa dans la commune de Matam.
Le bilan, 4 morts sur place et des blessés graves. À l'origine, c'est un minibus en provenance de Kaloum qui a percuté un camion. C'était tôt le matin, c'était vers les 5 heures du matin. On a entendu un bruit, personnellement. Nous sommes sortis, on a trouvé que minibus était, le camion était stationné, il y a le minibus qui est venu s'encastrer dedans. Le camion a passé la nuit ici. Le camion a passé la nuit ici. Ça, c'est fréquent. Tout le temps, les camions sont garés ici. Voilà, c'est tout pour les infos. Comme promis, comme annoncé, voici la suite d'une série de décrets du président de la République. Décret D bar 2019 bar 043 bar PRG bar SGG portant nomination de hauts cadres au ministère des Sports.